Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on se retrouve au The Full Force Academy à Paris avec Loïc Pora pour parler d'un sujet ô combien mystérieux, Ah bon? l'arbitrage. Ouais, bah bienvenue chez moi, bienvenue chez nous. Alors toi, tu es un des meilleurs arbitres Ah, dans les sports de je combat sais en France. pas. C'est pas toi qui le dis, c'est moi. Ah d'accord, Donc c'est voilà. gentil. Malgré la polémique, mais c'est bien. Malgré la polémique, bon ça veut Mais rien ça dire, fait hein. partie du taf. Ça Tous fait les partie du arbitres dans taf. tous les sports ont des Ouais, polémiques. ouais, c'est Vas-y, on va normal. revenir dessus. Enfin, Ouais. pas cette polémique, mais Ouais, ouais, globalement le métier d'arbitre. ça marche. Mais déjà, en quoi ça consiste en fait d'être un arbitre dans les sports de combat? La première chose, c'est la surveillance et la mise en sécurité des combattants. C'est le point d'orgue, c'est vraiment le plus important. Ton travail est là pour essentiellement sécuriser la pratique de la compétition et donc des deux combattants qui s'affrontent. Ça, c'est le premier point le plus essentiel. Tu dois intervenir pour justement casser la prise ou arrêter le travail de percussion d'un adversaire sur son opposant. Et donc, du coup, c'est justement la mise en sécurité complète du combattant qui est mis en danger. Qu'est-ce que l'arbitre va voir de plus dans la cage que les spectateurs à la télé ou dans la salle ne vont pas forcément voir? Alors, on est relativement proche quand il y a des grosses actions, surtout quand il y a de la pression, on sent qu'il y a des coups et des soumissions. On est vraiment très très proche. On est à peu près à une quarantaine de centimètres. Je fais une petite boutade. Euh, les gens s'en rappelleront. Donc du coup, on est très très proche. Et donc, on voit ce que la caméra ne peut pas voir déjà. On va dire sur un TKO ou sur un KO, quand il y a une commotion, un KO ou un TKO sur un coup, il y a une commotion cérébrale qui a mis en état de veille le corps et les réflexes du combattant. Donc du coup, il y a un regard qui se fait au niveau d'une perte de connaissance qui est des fois très 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 infime. Et l'avantage qu'on a, c'est que nous, on est relativement proches et donc du coup, on peut voir ça. Chose qui ne sera pas vue par un spectateur et même par la caméra, même s'il y a des fois des ralentis, etc. Très souvent, ça arrive beaucoup, c'est le deuxième coup qui réveille l'adversaire, celui qui a été mis en danger. Le premier coup a éteint et le deuxième coup a réveillé. Mais il y a quand même une commotion. Et donc, de coup, selon le réveil, alors des fois, il y a un réveil actif, donc la personne est tout de suite dans l'action. Parfois, elle a un temps de retard, elle est réveillée, mais elle regarde là alors que l'action est là-bas, quoi. Donc du coup, là, tu sais qu'il a vraiment une grosse perte de connaissance. Et justement, par rapport à ça, le MMA, c'est une grosse particularité par rapport à d'autres sports de pied-point, c'est que quand un des deux adversaires tombe au sol, le combat ne s'arrête pas. Et donc, on n'a pas la possibilité de compter l'adversaire pour savoir si il a perdu ou si le combat peut continuer. Donc, c'est quoi cette difficulté justement de juger en MMA quand c'est l'arbitre qui a dans ses mains toute cette décision d'arrêter le combat ou de le continuer au contraire un peu plus longtemps? Ouais, alors chose intéressante de ce que tu as posé comme question, c'est qu'on est la seule discipline où le KO est autorisé, où il n'y a pas de comptage. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a vraiment une perte de connaissance, que ce soit en kickboxing, boxe thaï, boxe française, plein de boxes différentes, karaté, au contact, plein de formes de combat. En taekwondo aussi, à l'époque il y avait un peu plus de KO que maintenant, mais il y avait le comptage. Donc du coup, ce qui est dangereux sur les autres activités, mais ça fait partie des autres activités, c'est-à-dire qu'il y a eu une commotion cérébrale, il y a une perte de connaissance qui est dure, et on te donne une deuxième chance. En MMA, on a été longtemps décrié comme un sport dangereux, de barbare, parce qu'on était dans une cage, etc. Mais par contre, là où on a pris de l'avance énorme par rapport à d'autres, c'est que dès lors qu'il y a une mise hors combat, le combat s'arrête. On ne va pas redonner une deuxième chance à un adversaire qui aura été un peu touché. On ne va pas le compter, dire écoute, voilà, tu as été compté, mais on te redonne une deuxième chance. Non, c'est vraiment l'arrêt du combat. Donc du coup, c'était décrié comme ultra violent, le MMA, qui ne l'est pas, parce qu'au vu des statistiques, on a vu encore cette année qu'il y a eu très 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 peu de blessures et de blessures très graves. On n'en a eu aucune blessure très grave, à part des épaules. Et à l'entraînement surtout en réalité. Oui, à l'entraînement, mais en compétition, par rapport à d'autres activités qui sont soi-disant plus safe, même chez les amateurs, voilà, on n'a pas eu de grosses blessures.
Ouais. Et justement, par rapport à ce que tu dis autour de la sécurisation, je trouve que ça dépend beaucoup aussi de la qualité de l'arbitrage. Un très bon arbitre qui va savoir stopper le combat au bon moment, là on va avoir un avantage sur les autres sports de pied-point parce que on va avoir fin du combat, on va protéger. Mais un arbitre qui va réagir trop lentement, ça veut dire que c'est aussi le seul sport où une fois que tu es KO au sol, tu peux continuer encore à te prendre des coups. Oui, éventuellement, mais on va limiter ça. C'est-à-dire, ça va être la différence entre un arbitre qui est expérimenté et un arbitre qui est un peu moins expérimenté. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 11 ans. J'en ai 50 aujourd'hui, donc ça fait 39 ans que j'en fais. Donc du coup, ça me donne un avantage certain aussi. Ouais. Il y a un argument qu'on entend très souvent à ce sujet-là, c'est la détermination des combattants. De dire, mais les arbitres, ils devraient prendre en compte le fait que nous, on est des combattants, on a envie d'aller au bout, on n'a jamais envie d'abandonner. Et typiquement, on a des cas qui sont assez compliqués, comme le combat Cheikh Kongo contre Pat Berry. Ouais. On en parle dans la chaîne sur une vidéo sur Cheikh Kongo. Là, dans ce cas-là, comment tu vas évaluer là, il y a Kongo qui tombe, on dirait qu'il est complètement KO, mais je vais le laisser combattre et en fait, finalement, c'est lui qui se relève et qui remet KO l'autre. C'est l'expérience. Tu peux pas anticiper dans de l'apprentissage ce genre de cas de figure. C'est purement ton expérience, c'est purement ton ressenti. Tu parles du combat de Cheikh Kongo. Moi, j'ai arbitré à l'ARES un combat qui est assez sensiblement pareil. Peut-être que tu t'en rappelles, c'est Freddy Kemayo face à Xavier Le Sou. Exactement. Voilà. Où là, d'entrée de jeu, il y en a un, boum, qui, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, mais il y a pratiquement un TKO, je suis là, mais il arrive à s'en sortir, et puis après c'est l'autre. Et pendant le premier round, ça a été ça comme ça, Rocky. Et le deuxième round, ça recommence pareil, jusqu'à un moment donné où je vois qu'il y a Xavier, il prend un coup, et là, il n'est plus en capacité de revenir, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est là que j'interviens. Mais c'est la même chose et c'est sûr que peut-être un arbitre beaucoup moins expérimenté, qui n'a pas trop l'habitude de voir du chaos ou de voir quelqu'un qui perd conscience devant lui, il pourrait être impressionné et tout de suite arrêter le combat. Sauf que moi, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude et de ma vie aussi, pas seulement sportive, mais de ma vie un peu professionnelle. J'ai bossé presque 10 ans en boîte de nuit, donc du coup des coups durs ou des bagarres et des KO, j'en ai vu plein. Donc c'est plus quelque chose qui va m'impressionner, mais c'est quelque chose dont je vais pouvoir être vigilant et voir si le gars il est en capacité de récupérer ou pas, ou de reprendre ou pas. Et justement par rapport à ce combat-là, cet exemple, ça m'amène même une autre question. C'est que Fred Kemayo, il était venu avec tout son fan club. Ah ouais. Il y avait toute la salle, elle était en jaune avec des shirts Freddy, tout ça. Et au début du combat, justement, c'est lui qui se fait un peu éteindre. Qui se fait toucher. Ouais. Donc au début, en fait, ses supporters, ils ont chauffé la salle. Donc on était tout chaud. Moi, je le connaissais pas, mais j'étais chaud aussi. Et quand il se fait éteindre, ça commence à mettre la clim dans la salle. Ça commence à être une grosse clim. Donc là, je commence à me dire, ouais, là, c'est chaud quand même. Chaud, Et il revient, et là il met KO, et là la salle elle est repartie comme ça. Ah ouais. Est-ce que toi en tant qu'arbitre, tu as conscience un peu de ce qui se passe dans les tribunes en disant ah ouais là il y a quand même comme un match de foot, il y a tous les supporters qui sont là, c'est chaud ou tu te rends même pas forcément compte? Ah non, c'est même pas. Alors d'une part je m'en rends pas compte parce que je dois être concentré sur mon combat et ça serait problématique de s'en rendre compte. Ça veut dire que tu n'es pas en capacité d'arbitrer un combat. Ça veut dire que tu te fais influencer par le public, ou tu vas te faire influencer par le coach, ou quoi que ce soit. Si tu pars dans cette optique d'arbitrer et tu entends le public et tu veux réagir en fonction du public, il ne faut pas que tu fasses ce métier-là. C'est pareil par rapport à de la critique, si tu n'es pas capable et si tu n'es pas en capacité à prendre les critiques, il ne faut pas faire ce métier-là. Souvent je dis, les compétiteurs ont une extrême sensibilité. Pas dans le sens ils vont pleurer, tu vois, pour un truc triste forcément, mais ils sentent les choses. Et du coup, ils sentent la faiblesse de leur adversaire, mais ils peuvent sentir aussi la fébrilité de l'arbitre. Donc s'ils sentent qu'il y a une fébrilité de l'arbitre, tu es sûr que s'il y a un truc qui est un peu bizarre, là tu es sûr qu'ils vont te bouffer, quoi. Par contre, si tu n'as pas de fébrilité, ça ne marche pas, quoi. Ils le sentent. Il y a un truc qu'on voit très souvent sur les TKO, c'est le combattant qui se fait arrêter par l'arbitre et ensuite qui va se plaindre.
Comment toi, en tant qu'arbitre, tu gères ce genre de situation? Alors, tu as dû peut-être le remarquer, mais on va dire à celui qui est en danger, on va lui dire défends-toi, move, action, tu vois, peu importe avec l'accent que tu peux avoir, mais défends-toi une fois, deux fois, défends-toi fort, défends-toi. Et parfois on crie, hein, parce qu'il y a du bruit, et puis surtout pourquoi? Parce qu'au moins, en criant, le coach il est en train d'entendre que tu es en train de lui dire de défends-toi. Et en même temps, il voit que son gars il n'est pas en train de défendre. Tu vois? Comme ça, il n'aura pas d'excuses. Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas d'excuse. Donc du coup, toi, tu arrêtes le combat et après, même s'il dit ouais, machin, je dis hey, mec, je t'ai dit défends-toi 2 fois, 3 fois, tu t'es pas défendu. Tu sais, c'est les règles. C'est les règles. Si tu n'étais pas en capacité de te défendre, le combat il s'arrête. Ouais. Comme dans beaucoup de sports, le MMA, c'est la même chose. L'arbitre, de temps en temps, il a le mauvais rôle. Du coup, bah forcément, quand il y a une décision qui va moins plaire à quelqu'un, à un autre. C'est sûr. Donc, comment on fait face à une vague de critiques par rapport à une décision? Comment on fait face à une critique? Comme j'en ai eu, on va dire que déjà, on vérifie si on a vraiment fait une erreur. Quand tu vois qu'après tout le staff, tout le machin, etc., tout le monde te dit que non, en fin de compte, c'est pas une erreur, après, le reste, tu t'en fous. Hein. Enfin, moi, je m'en fous. Hein. Demain, je suis au PFL, peut-être que je vais être sifflé. On bat les couilles. Ouais, je suis pas sûr non plus que ce soit sifflé. Non, mais bon, après, on le voit assez souvent. Il y a toujours des haters. Oui, mais s'ils sont deux à siffler, on les entendra pas. Ouais, voilà. Les spectateurs, il faut le prendre en compte. Exactement, mais pas le prendre en compte, parce que tu les entends, mais après, voilà. Il faut vivre avec, en fait. Et voilà, pas ça te dit ça va me transformer ou ça va me changer, etc. C'est ça. Parce que souvent, moi, je vois des combattants ou même dans d'autres disciplines qui peuvent dire moi, je m'en fous des autres. C'est bien, mais après, on sait aussi qu'on est le sport, en soi, c'est fait pour les spectateurs. Parce que c'est un spectacle. Oui, en tant que combattant, on se dit qu'on le fait pour soi. Mais s'il n'y avait pas de spectateurs, clairement, ça ne servirait à rien du tout. Et donc, dans ce cas-là, moi je dis, voilà, l'avis des spectateurs, évidemment, il est important. On peut pas faire comme si on l'entendait pas. Maintenant, il ne faut pas que ça puisse nous atteindre au point que ça déteigne sur la performance. Mais ça, c'est le travail des combattants, c'est pas le travail des arbitres. Non, bien sûr. Voilà. Non, je dis ça pour les combattants. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien que tu vois, c'est peut-être la première fois que quelqu'un pose une question un peu comme ça. Et bien souvent, les combattants réfléchissent en termes de performance. Mais il faudrait qu'ils réfléchissent aussi en termes de spectacle. Bien sûr. Parce que les gens viennent voir un spectacle. Bien sûr. Ils ne viennent pas forcément voir une performance, etc. Donc du coup, si tu n'es pas spectaculaire et si les gens s'emmerdent sur un combat, voilà. Je prends un exemple, Khabib, qui est le GOAT, qui est super fort, qui n'a jamais perdu. Avant que l'UFC le mette vraiment dans la course à la ceinture, il s'en est passé du temps. Parce que il n'était pas super beau à voir, quoi. Tu vois, il n'avait pas une foule derrière lui. C'est vrai que ce qui a fait commencer à faire le buzz, c'est quand il a eu son truc avec McGregor. Mais avant ça, Khabib, du coup, il n'était pas vendeur. Il ne vendait pas des places et des billets. Donc aussi, si toi, en tant que combattant, tu n'es pas un tant soit peu spectaculaire, tu ne vas pas forcément intéresser les organisations, quoi. C'est ça. Tu vois. Donc ça, c'est qu'il faut que les combattants y réfléchissent et intègrent ça dans leur manière de combattre. Clairement, il faut savoir se vendre, mais après, c'est dans la manière de combattre, mais même sur tout ce qui est réseau, etc. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de fans, de ne pas avoir de propositions, de ne pas avoir de sponsors. Si on a un vieux compte Insta, si dans la cage, on arrive, on colle et on reste comme ça, on bloque. Voilà, c'est le problème. Après, avec les réseaux, tu peux tout faire, mais si tu as un style qui est un peu ennuyeux, à toi de transformer soit tes réseaux pour que tu puisses attirer à ce style qui est éventuellement ennuyé, mais qui pourrait être très efficace. C'est la façon que tu vas gérer un peu ta vie sociale, ta vie de réseaux sociaux. C'est ça. Ouais, le MMA, c'est un spectacle. Et le spectacle, il doit se passer dans la cage. On en a parlé la dernière fois avec Sébastien Loeb, parce que lui, il me disait qu'il en avait marre en fait que les organisateurs lui disent de chauffer la salle, disent faites du bruit, etc. Et moi, je lui répondais que pour moi, c'est aux organisateurs de chauffer la salle, dans le sens où quand tu mets un combat qui est hypant, deux adversaires qui vont... Voilà. Là, la salle, normalement, on voit les combattants, on commence à crier. Il n'y a pas besoin de Sébastien Loeb pour dire faites du bruit. Non, il n'y a pas besoin de ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà.
Maintenant, pour revenir sur l'arbitrage, Ouais. il y a plein de très bons arbitres en France et à l'international. Il y a toi, il y a Corchi, il y a Herbdin, Herzog, enfin bref. Qu'est-ce qui va définir qu'on va avoir un arbitre qui va être considéré comme bon, comme très bon? Je vois que par exemple Herbdin, il reçoit des prix meilleur arbitre du monde. Ça veut dire quoi en fait, meilleur arbitre du monde? Alors, la saison dernière, c'est Marc Godard qui a eu le truc. Herbdin, il l'a pas eu, mais il fait partie de l'élite de toute manière. Tu connais le sketch des inconnus, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Bien sûr. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Après, un bon arbitre, c'est celui qui va pouvoir gérer au mieux les situations conflictuelles. Et un mauvais arbitre, c'est celui qui gérera le moins bien les situations conflictuelles. Ouais. Tu vois, j'ai eu peut-être deux réclamations. Tu vois, et dont la dernière par rapport à l'UFC, tu vois. Ouais. Et puis une autre réclamation sur un combat à Lyon, c'était à Lyon, un poids lourd, mais en fin de compte, il n'y avait aucune réclamation. Comment ça se passe en fait une réclamation? C'est le club déjà à qui il va se plaindre et quelles peuvent être les conséquences? Par exemple, typiquement sur le combat de l'UFC Paris, si il est jugé que t'as eu tort, voilà, qu'est-ce que ça va changer en fait? Alors, dans un premier temps, les réclamations maintenant ont été définies sur le fait qu'il n'y a pas de réclamation possible sur déjà les jugements, on ne peut pas rejuger un combat, et sur des fautes d'arbitrage. Parce qu'on estime que l'arbitre, il est seul maître de sa décision. Et la seule fois où éventuellement une décision, un combat pourrait être changé, c'est s'il y a une lumière qui est tombée dans la cage, si la porte est ouverte et que ça fait une blessure, s'il y a eu un élément extérieur à une décision qui ferait que le combat n'a pas pu être jugé ou le combat, il y a eu quelque chose, etc. Donc du coup, il n'y a plus de réclamation possible. Et est-ce que tu as déjà ressenti au cours d'un combat de l'admiration pour un combattant? Non, du tout. Non, parfois, je vais me dire, ah putain, c'est bien joué dans ma tête. Ah ouais, d'accord. Je me dis, ah putain, bien le truc, tu vois. Ah, c'est bien ce qu'il a fait, tu vois. Ou des fois, et dans l'inverse, je vais me dire, mais dans ma tête, je me dis, putain, mais pourquoi il fait ça, tu vois? Je dis, putain, mais la sortie, elle était là. Ou alors, soit il manque de technique, soit tu dis, merde, putain, c'est con, il faisait ça, il sortait, quoi, tu vois. Donc, tu dis, ah putain. C'est sûr. Ouais, tu vois, c'est juste ça. Est-ce que de ton point de vue d'arbitre, ça t'est déjà arrivé à la fin du combat, même sans le dire dans ta tête, que le vainqueur que les juges avaient choisi n'était pas le bon? Ça a pu m'arriver, mais plutôt en amateur. Okay. En pro, j'ai pas le souvenir de ça. Mais en amateur, ça a pu m'arriver, ouais. Me dire, tiens, c'est bizarre, je sais pas comment les juges ont pu juger, parce que moi, comme ça, j'aurais mis l'autre vainqueur. Parce que toi, tu arrives quand même à te rendre compte de ce qui se passe, on va dire, dans un point de vue global, ou tu es trop concentré? En combat amateur, oui, parce que ça va moins vite, tout ça, machin, etc. C'est 3 minutes, donc ta mémoire, elle est plus facile. Sur un combat pro, c'est plus difficile. Parce que chacun a son rôle. Tu es concentré sur ton rôle d'arbitre, tu fais ton rôle d'arbitre. Un juge, il est concentré sur son rôle de juge. Il fait son rôle de juge. Chacun est à son rôle et chacun doit faire sa tâche à laquelle il est prescrit, quoi. Toi-même, tu as combattu, tu as été dans les débuts du pancrage, du MMA, on en parlait avec Sébastien Le, il parlait de quand il t'a rencontré au Cagine. Ouais, c'était mon. Sébastien, je l'ai mis dans le milieu, quoi. Ouais, vous avez été les premiers champions d'Europe. Ouais, on a été champion d'Europe en 98 à l'époque, tout ça, c'était mon élève, et puis il venait du Jiu-Jitsu d'Italie, parce qu'il avait vécu en Italie. Et puis, je l'ai vu que quand il est arrivé, il savait déjà faire des trucs, tu vois. Et en quoi, toi, ta carrière de combattant te permet t'aide en fait dans ton rôle d'arbitrage, te permet de peut-être mieux juger un combat? Je n'ai pas une grosse carrière, mais voilà, je connais le combat. Après, le combat, ça a été toute ma vie, parce que depuis que j'étais gamin, j'arrêtais pas de me battre à la cour, dehors et tout. On était une génération, moi, ma génération, ceux qui ont 50 ans, c'était dans le début des gangs de banlieue, tu vois. Donc du coup, là, The Full Force, c'était le nom de mon gang quand j'étais gamin. Ah ouais. Voilà. Pour l'anecdote. Donc TFF. Et du coup, voilà, la bagarre, je connais ça depuis longtemps. C'est ce que j'aime. Tu vois, j'aime pas m'entraîner, faire du cross-training, j'aime pas ça.
Et dès que je peux essayer de me bagarrer, alors maintenant je prends des gens pas trop forts, comme ça j'ai l'impression d'être fort. Et en quoi justement ça va t'aider dans ton regard d'arbitrage? Bah, c'est l'expérience, c'est la somme des expériences. Tu vois quand quelqu'un est en difficulté, tu vois quand quelqu'un est sonné, tu vois quand quelqu'un est fort, tu vois quand quelqu'un est puissant. Donc c'est toutes ces sommes d'expérience, de pratique, d'entraînement, d'arbitrage, de coach. Voilà. L'avantage aussi, c'est que je pense aussi l'avantage que j'ai par rapport à d'autres arbitres français, il y en a qui sont comme moi, ils ont le même profil, hein, mais c'est que j'ai été un des premiers coachs de MMA aussi. Tu vois, j'ai encadré un des premiers. Là, la plupart des potes qui sont arbitres, il y en a beaucoup, ça a été de mes élèves que j'ai encadrés en combat. Il y a Christophe Chapuis, ça a été un de mes élèves. Ludo Shadow, c'était un de mes élèves. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote vu que tu es arrivé dans ta carrière d'arbitre? Le souvenir qui me restera, c'est l'année dernière au premier UFC Paris, quoi. Donc, premier UFC Paris, premier arbitre à l'UFC Paris, premier arbitre à l'UFC. J'ai fait tout un strike de premier, tu vois. Et j'ai fait le premier, et j'ai fait le premier combat de la soirée. J'avais fait premier combat à carte préliminaire et premier combat à carte principale. J'avais commencé par 2 combats. Donc, du coup, c'est pas une anecdote, mais voilà, quand t'es là, tu montes dans la cage de l'UFC, tu vois Monster, machin, tu regardes l'UFC partout, tu vois que Bercy c'est blindé et tout. Puis surtout, je m'étais forcé à vouloir regarder, tu vois, pour kiffer. Ouais. Puis tu sais, voilà, je suis pas quelqu'un qui a tendance à me mettre comme ça ou à baisser les yeux. Donc, j'ai regardé comme ça, je vois, putain, t'as Bruce Buffer qui est là, qui te fait un check à chaque fois que tu machin, etc. Il me dit, bienvenue à Paris, tout ça. Je fais, ouais, c'est comme ça, c'est super. Et tu vois, c'est rigolo. C'est ça, quoi. C'est tout ça. C'est tout ça. Et puis après, à la fin du deuxième combat que j'avais fait à l'époque, l'année dernière, c'est, tu vois, de recevoir des messages, l'émotion, tout ça, machin. Là, c'était voilà, beaucoup d'émotions. Tu te dis, putain, ouais, je voulais combattre quand j'étais gamin, je voulais combattre à l'UFC. J'ai trop eu de blessures, donc c'est pour ça que je ne peux pas parler de carrière. Et je n'ai pas combattu à l'UFC. Mais c'était mon rêve. Et là, du coup, c'est une partie de mon rêve qui s'est réalisée. C'est-à-dire que voilà, donc ça continue, tant mieux. Ça s'arrêterait. Bah, moi, je suis très terre à terre, quoi. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie encore. J'ai pas terminé. Donc du coup, voilà, j'ai fait l'UFC, j'ai arbitré à l'UFC, je serais content. Donc à ce moment-là, tu prends quand même conscience de l'événement, ouais. De là où t'es. Et justement, par rapport à la valeur historique du combat dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'à ce moment-là, sans que ça ait une influence sur le Benoît Saint-Denis contre son adversaire, ça c'est autre chose, mais est-ce que pendant que tu arbitres, tu te dis, ah là quand même, il y a tous les Français, enfin il y a un grand nombre de Français qui me regardent, là c'est l'histoire, ou alors une fois que la cloche a sonné, là t'oublies tout, ah ouais. tu restes quand même dans non, j'oublie tout. Non, je fais mon taf. Je dis souvent, si tu te laisses influencer par la grandeur de l'événement, par le challenge des combattants, par si c'est une ceinture ou pas, ben, fais pas ce métier-là. Je dis souvent, moi, et pour moi, c'est comme ça que tu dois. Pour moi, c'est l'arbitre, il doit être comme ça. C'est ma philosophie. Un combat amateur, il a autant d'importance qu'un combat pour une ceinture. Voilà. Je prends le combat amateur avec exactement la même importance que j'ai pu combattre, que j'ai pu arbitrer une ceinture à l'ARES, un main event pour un autre événement que j'ai pu arbitrer au KSW ou à l'UFC à Londres ou à l'UFC Paris et demain au PFL. Tu vois, demain il y aura sûrement des Français, je vais peut-être arbitrer des Français, tu vois. Mais je prends exactement la même concentration et le même professionnalisme sur de l'amateur et sur des combats pro. Voilà. Et pour moi, en tant qu'arbitre, tu dois être comme ça. Si tu fais une différence, tu peux pas. Moi, j'ai un bon pote, arbitre anglais. Lui, il veut arbitrer que de l'amateur. Okay. Il veut pas arbitrer des pros. Parce que il se dit, voilà, pourtant, il est très bon. Hein. Il est très bon, mais dans sa façon d'être arbitre, il dit, même si je fais une erreur en amateur, c'est pas dommageable pour la carrière de l'amateur. Parce que c'est de l'amateur, c'est pas grave. Par contre, s'il fait une erreur sur du professionnel, il n'est pas à l'aise. Il serait pas à l'aise. Donc du coup, il pense tellement à ça
qui se dit, moi, je préfère pas Ouais, faire il du a du mal à garder. J'ai un autre pote arbitre aussi, anglo-saxon, qui est bon, hein, c'est un boss, un boss. Et lui, il veut pas, il aime bien arbitrer jusqu'à 3000 personnes, voilà, 4 000 personnes. Mais tu ne le verras pas à l'UFC. Il a les capacités. Hein. Pour moi, il est très très bon. C'est la pression? Et tu vois, comme tu disais, machin, le public, le public, ça le stresse. Déstabilise un peu. Et il y a peut-être je pense qu'il y a des arbitres français qui sont aussi éventuellement comme ça, qui la pression du public, le machin, comme par rapport à tes questions-là, oui, ils vont peut-être répondre, oui, ça m'influence. Ah, ça serait dangereux, il ne faut pas le dire. Mais tu ne dois pas être influencé en rien du tout. Voilà. Alors, parmi les gens qui nous regardent, j'imagine qu'il y a forcément des gens qui doivent s'intéresser aussi à cette carrière, qui doivent avoir envie de se lancer. Donc, comment on devient arbitre aujourd'hui? Déjà, j'ai envie de te demander toi, comment tu l'es devenu. Et j'imagine que c'est très différent aujourd'hui. Comment on devient arbitre aujourd'hui en MMA? Ouais, moi, c'est pas du tout un exemple parce que moi, comme j'étais un des premiers à faire des cours de MMA qui s'appelait du free fight à l'époque, je te parle de ça en 98, 97. J'organisais des interclubs parce que c'était un peu interdit, mais on faisait du pancrace, tu sais, il n'y avait pas de frappe au sol et machin. Dans des clubs, on se démerdait, donc c'est moi qui organisais, donc du coup, quelque part, j'arbitrais aussi, tu vois, tout le monde avait confiance. Et puis après, le pancrace s'est démocratisé, donc après, j'étais responsable de l'arbitrage, j'ai fait des formations, je donnais des formations d'arbitrage et de juge à l'époque en pancrace. Et puis j'ai arbitré en Russie, j'ai arbitré en Angleterre, j'ai arbitré à l'époque en Belgique, au Portugal, en Suisse, un peu partout, tu vois, comme ça, sur du MMA. Du coup, mon parcours, il est un peu particulier. Maintenant, le parcours fédéral, c'est quoi? C'est formation, donc tu dois avoir un grade vert. Donc c'est le grade charnière pour tout, compétition et formation. Donc, il faut forcément que tu sois dans le MMA. Voilà, dans le MMA, tu dois passer. Oui, non, pas forcément, mais tu dois passer le grade vert. Donc c'est sûr que si tu fais du tai chi, qu'on doit te passer le grade vert et que tu me fais des trucs comme ça de ninja, ça marchera pas. Donc tu dois avoir des prérequis pour passer ce grade vert. Tu es devant des évaluateurs, on te demande des techniques qui sont codifiées et tu les sais pas. Tu les sais pas, tu n'as pas ton grade vert, tu as ton grade vert, ça te donne un grade charnière. Ce grade charnière te permet soit d'engager la carrière, enfin la compétition, soit la formation. Et en formation, tu as les formations pour être coach, tout ça, etc., avec BF1, BF2, BF3 aussi, qui sera bientôt en ligne là. Et tu as aussi les formations pour devenir, qui va être bientôt aussi en ligne, pour devenir juge, arbitre, etc., ou commissaire. En gros, il y a 4 niveaux en officiel. N1, ce sont les commissaires. Les commissaires, c'est les inspecteurs, les PIT, les timekeepers, les scorekeepers. Ensuite, tu as les N2, donc c'est cela plus le fait de juger en amateur, etc., et de pouvoir arbitrer en amateur. Ensuite, tu as les N3, qui sont juges pour les pros, donc amateur plus pro. Et après, tu as les N4, qui sont juges, ils ont tout, plus l'international. Là, moi, j'ai le diplôme, on est 3 à avoir le diplôme entier IMAF. Après, il y en a d'autres qui l'ont peut-être eu depuis. Mais j'ai cette capacité de pouvoir aller arbitrer aux IMAF, aux amateurs, parce que j'ai un statut international. Voilà. Donc, du coup, tu as des formations qui vont être en ligne pour passer justement ce genre de diplôme. Donc, tu commences N1, tu dois faire un certain nombre. Je ne sais plus trop comment ça se passe au niveau de la formation, parce que je ne suis pas dans la formation, moi, mais c'est un certain nombre de compétitions ou d'événements ou de rounds. Et ensuite, je repasse la formation pour passer N2, etc. Et puis, c'est des formations. Voilà. Et il y a du contrôle continu. C'est-à-dire qu'à chaque événement, on fait un briefing, on rappelle les règles, on rappelle les critères de jugement, etc., etc. Donc, il y a tout le temps de la formation continue, etc. Pour donner de l'expérience aux juges, aux officiels, qui leur permettrait d'accéder au niveau supérieur. Là où j'alerte, moi, c'est pour les coachs. C'est-à-dire que les coachs vont dire, ah bah tiens, je vais aller dans cette compétition-là, je prépare mon gars, et je m'aperçois que mon gars, il perd, alors qu'il devait gagner.